Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Tchatch. Et aujourd'hui, je reçois Léo. Léo, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, je suis tatoueur, Léo Potter. Je suis spécialisé dans l'américaine traditionnelle. Ok, donc moi ça veut dire que j'aurais dû te demander, plutôt que de demander cette magnifique licorne avec marqué Borderline, ou ce magnifique Kermit que tu m'as réalisé il y a bientôt de ça 4 ans. 4-5 ans même. Ouais, il y a 5 ans même. 5 ans, ouais. Donc ça tient bien. Mais globalement, tu es quand même flexible. Je suis assez flexible dans le sens où je fais quand même pas mal de choses. Le seul truc que je vais pas forcément faire, ça va être tout ce qui est réalisme, même si je m'y approche petit à petit en ce moment, parce que j'ai pas mal de demandes de Saint-Michel, de choses dans le genre. Tout ça, sauf peut-être les Maoris où j'ai aucune connaissance des motifs. Ça, c'est pas du tout mon job, à moins qu'on me donne vraiment un motif et que la personne veuille le refaire exactement. Pourquoi pas le faire s'il a envie de le faire parce qu'il sait que je peux le réaliser et qu'il a envie que ce soit bien fait. Je me jette des fleurs, là. Donc voilà, je suis assez flexible, mais mon vrai style de prédilection, c'est le American Trad. Du coup, tu parles de réalisme. Moi, quand tu dis réalisme, alors parce que je suis, on va dire néophyte dans le tatouage, hein, j'ai un bras à bordel que tu connais en partie puisque sur les 3, tu m'en as fait 2. Néanmoins, quand tu dis réalisme, j'ai vraiment l'image du mec qui se fait tatouer le portrait de sa gonzesse et qui après se sépare de cette gonzesse et qui est bien emmerdé parce qu'il a un portrait sur le pec. Est-ce que c'est ça là, est-ce que c'est ce que ça veut dire? C'est exactement ça, le portrait de sa compagne, de son fils, de sa mère, qui sont très souvent mal réalisés dans les C'est ça, ouais. Dans les compiles sur YouTube ou sur Insta. Mais sinon voilà, ça va être ça, tout ce qui va on prend une photo, on la reporte en stencil sur le corps et puis on tatoue et théoriquement ça doit ressembler à la photo. Alors du coup, moi, ça m'amène forcément sur une question. Tu parles de compil YouTube et tutti. Du coup, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que tu as parfois des vrais tatouages de merde qui te sont demandés et que t'es en mesure de refuser, j'imagine? Parce que je sais que tu poses un peu tes couilles dans la vie de tous les jours, donc j'imagine que si on t'amène un vrai tatouage nul à chier, t'auras pas de problème à dire non, j'imagine. Non, en soi, franchement, parce que du coup, je tatoue depuis 6 ans, pardon. J'ai pas eu trop de tatouages débiles, à part une licorne qui fait un fuck, mais. Le bâtard! Non, j'ai pas eu trop de demandes un peu, même farfelues, on va dire. J'ai eu quelques demandes politiques où là, c'est aussi bien de gauche que de droite, tout ce qui va être Antifa, FAF, etc. C'est plus compliqué. Et à ce moment-là, au lieu de dire non tout de suite, je vais faire comprendre à la personne pourquoi je lui conseille de pas le faire surtout. Parce que, mine de rien, quand on est jeune, on change d'avis très vite. Un tatouage politique, on peut changer de bord politique, je pense, très rapidement. C'est vrai que si tu te fais tatouer une faucille et un marteau avant de payer des impôts, il est très possible qu'à 30 ans, tu la regardes et que tu dises « Ouais, alors en fait... » Ouais, et puis même, tu sais, l'exemple tout simple, t'es avec ta famille, tu te fais un tatouage un peu à la con, on va dire, quand t'es jeune. Je sais pas, 10 ans plus tard, t'as une femme, t'as des enfants et tu vas sur la plage avec ton tatouage un peu chelou. C'est pas forcément bien vu. Et c'est risqué aussi de se faire embêter. Là, je parle pour les trucs un peu politiques. Même, je sais pas, un tatouage de tub sur le bras ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'avoir quand on a 45 ans, je pense. Après, j'ai souvenir où une fois, j'avais un pote à moi qui se faisait tatouer chez toi. Valentin, que je salue. Ouais. Et avant qu'il parte, je sais pas si tu te souviens, je t'avais demandé si je pouvais emprunter ton pistolet de truc et je lui avais fait un petit cœur sur la fesse. Après là, c'est différent. Je suis sûr qu'il le regrette, hein, Valentin. Je pense que si tu vois cette vidéo, tu regrettes. Tu sais quoi, je m'en souvenais même pas de ce tatouage-là. Une chose est sûre, en tout cas. Je l'ai pas recouvert, en tout cas. Bah, si. Bon, il doit y penser alors, il se regarde dans la glace. C'est Thomas qui m'a fait ce magnifique tatouage. Moi, je me souviens quand même le truc qui avait été dur sur ce truc-là. Bon, il était consentant, hein, quand même. On avait statué. D'ailleurs, j'avais été quand même assez finot sur la chose. C'est qu'un jour, il était repassé chez Léo. Il me dit, oh, je suis chez Léo. Tu veux passer? Et je suis pas venu parce que je savais que j'allais me manger le mascotte. Et que je voulais garder mes fesses blêmes et blanches. Donc, ce que je me souviens, en tout cas, c'est que c'était vachement dur sur la pression et que ça demandait une vraie technique. Et du coup, ça m'amène sur ma question suivante.
Comment t'as appris? Parce que j'imagine qu'au début, quand tu commences à tatouer, bah, c'est comme tout dans la vie. Typiquement, là, c'est mes premières vidéos YouTube. J'espère que dans 10 vidéos, elles seront quand même beaucoup plus belles et avec un rendu plus professionnel. Vous voyez, mon décor s'affine au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Je me dis, le tatouage, c'est pareil. Sauf que si tu te foires sur un tatouage, bah, le mec, il l'a toute sa vie. Ouais, en fait, dans le tatouage, bah, pour te répondre à ta première question, on va dire, j'ai commencé tout seul à me tatouer les jambes au début juste avec des aiguilles et de l'encre. Du handpoke. Ouais, voilà, des aiguilles à coudre et de l'encre. Ensuite, j'ai acheté des machines. J'ai commencé à me tatouer moi, très important. De commencer à faire des bêtises sur soi plutôt que sur les autres. Et puis, j'ai jamais vraiment grillé d'étapes. J'ai toujours fait ce que je sentais que je pouvais faire, comme des petits lettrages au début, peut-être des motifs juste à tracer. Ce qui est le plus important dans un tatouage, c'est de maîtriser ses tracés avant de vouloir faire des ombrages et de la couleur, par exemple. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'être très régulier, pas griller d'étapes. Donc ouais, j'ai fait un apprentissage chez Marlène Le Cidre, qui ne tatoue plus aujourd'hui. Du coup, juste pour rebondir sur ce que tu dis, t'entraîner sur soi, est-ce que c'est pour ça que t'as un bras qui est tatoué et un qui est absolument blême et intact? Alors le pourquoi j'ai le côté gauche non tatoué et le côté droit complètement tatoué, on va dire, j'en ai aucune idée, mais c'est plus sur ma jambe que je me suis entraîné, plus sur ma jambe. Tu vois, on pourra faire des petites vidéos après. On va pas te mettre à poil quand même, mais ouais, c'est plus sur la jambe, c'est plus facile pour venir tirer la peau, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il faut bien maîtriser, la tension de la peau. Pas mal de choses en fait, ses sorties d'aiguilles, son réglage de la machine, plein de choses assez techniques qu'on peut pas, enfin je pense qu'on peut pas y penser quand on n'a pas fait d'apprentissage. Vu que ça fait 7 ans que tu tatoues, moi je me pose une question. Il y a certains travaux, bah, notamment je vois au niveau déjà rien que des tatouages que tu m'as fait. À chaque fois, celui-là on avait pris 1h30 et celui-là on avait pris un peu plus longtemps, presque 2 heures. Ce qui moi me paraît éternellement long. Néanmoins, j'imagine qu'il y a des projets qui prennent plus de temps. Comment ça se goupille en fait en niveau de temps? Typiquement, quand tu commences un projet, c'est quoi le projet le plus long que t'as eu et comment tu t'y es pris? Et... Le projet le plus long que j'ai eu, je pense que c'est un projet que je suis encore en train de faire aujourd'hui. On a fait, je sais plus combien de séances. C'est tout un bras tout noir, un peu le style, je crois que c'est cyberpunk. Là, c'est très long parce qu'en fait, chaque séance, je sais pas ce que je vais faire. Je vais m'adapter à ce qu'il y a déjà sur le bras pour terminer le bras, mais sinon pour un motif vraiment particulier, ça va plus être en fonction de la tolérance à la douleur de la personne. Et du coup, j'avais entendu une histoire comme ça, que en moyenne, le corps humain pouvait, produisait justement, on va dire, je sais pas si c'est des endorphines ou des hormones, on va dire, pour pallier à la douleur, et que passé un certain temps, quand on se fait tatouer justement, il y a, en fait, le corps arrête d'en produire, et c'est à partir de là que ça vient vraiment taper dans la douleur. Si la personne est bien reposée, même l'alimentation va jouer aussi énormément sur, par exemple, les saignements, etc. Moi, je vais le voir tout de suite si la personne est crevée, si elle va pouvoir tenir une séance assez longtemps ou pas. Je le vois très rapidement. Même la peau va répondre aussi, elle va se durcir, elle va gonfler très vite si la personne est fatiguée, a bu de l'alcool. Enfin, plein de paramètres à prendre en compte. Le corps va en libérer pendant peut-être 2-3 heures. Et puis ensuite, c'est de la douleur pure. Et donc du coup, t'as vu pas mal de gens défiler en 7 ans, j'imagine. Majoritairement, est-ce que t'as une clientèle qui revient assez souvent? Ça va plus être des hommes, effectivement. Je pense que je dois avoir 70% d'hommes et 30% de femmes, si c'est même pas plus en hommes. Après, je vais avoir surtout beaucoup de forces de l'ordre, beaucoup de militaires, anciens militaires. Et du coup, ça va même nous amener sur un autre sujet qui va peut-être être un peu l'axe principal aujourd'hui de cette vidéo. Toi, Léo, avant d'être tatoueur, tout à l'heure tu parlais de reconversion chez Marlène Le Cidre, donc certains le savent, mais pas tout le monde le sait. Avant ça, tu étais dans les glorieuses troupes de marine en tant que parachutiste au 8e, c'est ça? Au 3. Oh merde. 3e RPIMA, autant pour le jeu. Et donc du coup, moi je me suis dit, aujourd'hui on va poser des questions un peu autour de l'armée tant qu'à faire, parce que les 2 vidéos d'avant on n'a pas parlé de l'armée. Et vu que voilà, tu vois, genre ça commence à piquer là. Je suis là, on a toujours pas parlé de l'armée, on a toujours pas dit un truc sur l'armée.
Plus sérieusement, tu t'es engagé dans les troupes de marine et ayant eu une expérience moi aussi similaire dans les troupes de marine, bien que dans un régiment amphibie, je me souviens très bien du choc frontal que ça avait été l'engagement militaire. Pour raconter une petite anecdote par rapport à ça, moi je me souviens, donc je suis arrivé à Fréjus le 3 mai 2021. Non, 3 mai 2016, pardon. 2021, c'était la fin. Donc 3 mai 2016. Et je venais fraîchement de revenir d'Angleterre. Avant ça, je vivais en Angleterre, puis j'étais rentré en France en janvier pour m'engager. Et du coup, j'arrive et à la gare de Fréjus, il y a un mec en tenue de défilé avec la liste de tous les noms. Tu vois, quand tu viens de faire chercher et que tu montes dans le bus. Et moi, j'arrive. Et je vois donc un grand blond avec des médailles qui est en train de tenir une feuille. Donc je me dis, bon, ça doit être pour nous parce que c'est la gare de Fréjus. Donc je vais le voir. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai dit oui, c'est pour savoir, est-ce que vous venez d'être du 21 RIMA? Oui, c'est quoi ton nom? Donc j'arrive, je donne mon nom. Et donc j'arrive, je dis bah Thomas Roméo et tout. Le mec il arrive, il dit ok, il descend. Et en fait, il y avait deux sections et eux, ils étaient dans l'autre section. Et je vois marqué, à un moment, il regarde sur sa fiche, il me trouve pas, puis il regarde sur l'autre fiche et je vois marqué MRS Roméo. Et moi, dans ma tête, MRS, ça voulait dire Mrs. pas Marsouin, tu vois. Et je le regarde et je lui dis, par contre, je suis pas une femme. Et le mec, il me dit, comment ça? Et je dis, bah, MRS. Et le mec, il m'a regardé. Il a marqué un temps d'arrêt, il a fermé sa feuille et sans un mot, il s'est barré en fait. Il a dit je parle pas avec ce fils. Ensuite, ce qui suit, mais je me souviens que vraiment sur les 3 premiers jours, tu sais, la première nuit, il y a tout le monde qui est là en mode ouais machin, oh machin, il fait 80 pompes d'affilée, il est trop chaud et tout. Ouais, moi avant, j'étais dans la sécurité, moi je fais du MMA. Tu sais, il y a tout le monde qui se monte un peu le crâne. Puis après 2 jours à se lever à 5h du matin, il y a plus personne et tu commences à voir les premiers mecs qui font des fractures de morale. Et je me dis voilà, moi j'ai mon expérience qui est propre, que j'ai développée sur un podcast, mais maintenant la tienne, j'aimerais bien la voir parce que je pense que c'est un moment assez drôle quand on intègre l'armée. Je pense que j'ai un peu la même expérience. Moi, faut savoir qu'avant de rentrer à l'armée, alors j'ai toujours voulu rentrer à l'armée. Par contre, je connaissais rien du tout à l'armée en général. Je savais pas ce que c'était qu'un parachutiste. Enfin, tu vois les couleurs de béret, les spécialités de chacun. J'y connaissais vraiment rien. Je voulais juste aller à l'armée. Mon frère avait été au 13e BCA, donc à la base, je voulais aller au 13e BCA parce que je me suis dit ça a l'air cool. Ils sont partis en Afghan, ils ont fait des trucs sympas et voilà. Bon, le recruteur m'a dit bah non, tu vas aller chez les parachutistes. J'étais pas trop pour parce que de toute façon, j'y connaissais rien. Sauter d'un avion, ça me tentait pas plus que ça. Franchement, même la solde en plus, ça m'intéressait pas spécialement. Et finalement, il m'a convaincu. Il t'a dit si, mets-le, t'inquiète, on verra après. Ouais. Il y avait un peu de forcing, j'imagine. Il y a toujours un peu de forcing quand même. Et du coup, voilà, on fait même au CSO, hein, ce que tu étais en train de dire. Le mec qui dit qu'il fait genre 50 tractions, on le retrouve aussi au CSO. CSO, donc c'est le centre de sélection où on passe tous. Tu l'as fait. Il était où, toi, ton CSO? C'était à Vincennes. Ok. Bon, moi, il était à Lyon. Okay. Tout ça se passe. Je suis pris au 3e RPIMA. Et effectivement, arrivé à la gare de Carcassonne, pour le coup, et pas de Castres, il y a les mecs, le caporal-chef avec ses 50 médailles qui vient se checker sur sa liste. Et ça fait quand même un choc. Ça, déjà, tu te dis ouf. Ensuite, on te fout dans le GBC, donc les véhicules de transport de troupes. De l'armée française, Renault, ouais, des camions tout-terrain, ouais. Et puis, ouais, comme tu dis, vient déjà l'entrée dans le régiment. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des militaires de partout. Quand on connaît pas trop le monde militaire, on se dit que c'est tous des oufs là-dedans, que c'est tous des machines de guerre, que c'est tous ils ont tous flingué plein de monde c'est clair. En Afrique et tout. Déjà, c'est assez impressionnant, effectivement. Et vient effectivement, quand tu rentres dans ta chambrée, t'as tout le monde qui parle de l'armée, qui connaît tous les flingues, tous les véhicules. Pour moi, j'avais l'impression d'être un ignorant j'y connaissais vraiment rien du tout. Je savais qu'on avait le FAMAS et basta, quoi. Ouais, pareil. Et du coup, comme tu dis, vient les premiers jours, vient les premiers craquages, le premier arrêt, alors qu'il n'y a pas eu encore de
pompe. C'est ça, tu t'es retrouvé à faire de l'OS et à aller percevoir du matos au SM4 à 6h du matin. Il y a déjà des mecs souvent d'ailleurs, c'est des mecs qui justement connaissaient tout. Ouais, j'ai fait une PMD, moi, nanani, nanana, je connais et tout. Ouais, c'est un peu ça. Ou, effectivement, le mec qui a vu la lumière, il est rentré, mais c'était trop pour lui, alors il est ressorti très rapidement. Mais c'est vrai que la première semaine est impressionnante. Parce que tu quittes papa et maman. Et dans un cadre, franchement, t'as l'impression de rentrer, d'aller en prison au final. C'est exactement la sensation que j'en avais eue. Tu te fais gueuler dessus. Enfin, ça s'est un peu atténué avec le temps parce qu'ils ont au fur et à mesure des années, ils incorporent de nouvelles pratiques pour moins choquer la jeunesse. Néanmoins, c'est vrai que oui, tu te fais insulter, tu te fais hurler, tu te retrouves à faire le ménage, tu dois le faire en 15 minutes, c'est pas sec, tu te fais cracher encore plus sur le truc, Ouais, c'est ça, j'ai vraiment eu l'impression de me dire putain, mais t'es vraiment trop con de décider par toi-même d'aller en prison. T'sais, pas le droit au téléphone, pas le droit à rien. Tu peux pas pisser, chier quand tu veux. C'est clair. C'est ça, mais mine de rien, encore aujourd'hui, je peux me retenir de pisser ou bref, faire mes petites affaires pendant très longtemps parce que psychologiquement ça m'a marqué et du coup, si c'est pas forcément utile, j'ai d'autres choses à faire dans la minute, je vais faire mes autres choses et ensuite je penserai à moi. Je trouve que ce qui est aussi assez marrant et moi ce qui m'avait marqué, c'est que bon, je suis un mec, j'ai toujours tchatché, j'ai toujours été quelqu'un qui tchatche, hein, je viens du sud, hein, donc il y a pas de secret. Néanmoins, à l'armée, j'ai appris à faire des phrases très courtes avec le maximum d'informations. Et c'est vrai que j'avais sur les classes surtout, mais aussi en compagnie plus tard, j'avais toujours eu des supérieurs qui avaient zéro patience. Tu sais, quand tu commences à dire caporal chef, tu vois, c'était vraiment en mode oui, qu'est-ce que tu veux. Tu vois, c'était pas en mode je t'écoute. Donc du coup, si tu veux, quand tu commençais à parler, c'était là en mode arrête de me raconter ta vie, va au bout du truc. Et du coup, j'ai vraiment appris, je pense, sur vraiment les 3 premières semaines, c'est la première chose que j'ai appris, c'est à faire des phrases très courtes. Tu vois, genre pour parler avec le moins de mots possible, ce qui justement avait été l'opposé de ma vie, tout du reste. Ouais, là où moi je pense que je suis quelqu'un, je pense, beaucoup plus réservé de base. Donc c'est vrai que j'allais pas forcément poser des questions pour rien. Je voyais les autres se faire remballer dans tous les sens, donc je me dis, je vais éviter, je vais observer, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et puis ça se passe bien quand on écoute. Puis tu parles justement de ça, ça me fait penser, c'est comme quand t'es rassemblé genre à 23h à la fin de ta journée aux classes et que ils disent les ordres pour demain et qu'ils disent des questions. Et tu sais pertinemment que ça en fait pas de questions. Ça veut dire pas de questions. Et en fait, si vraiment ta question est pressante, tu attends, tu sais, genre que les rangs soient rompus. Et ensuite, tu vas voir le mec, tu fais par contre, sergent, j'ai pas compris, ou par contre, sergent, par rapport à ça. Tu sais, tu le poses après, et je vois que ça, c'est encore un truc qui me reste un peu dans ma vie. C'est-à-dire que si je suis sur un truc de groupe et qu'on dit des questions, j'ai mis très longtemps à accepter que j'avais le droit de poser une question. Et pareil, pour quand on me demande comment ça va, pour réintégrer le « et toi » ou « et vous » dans mes discussions. Parce que à l'armée, quand un supérieur te dit ça va, par exemple, je te croise et je te dis hey Léo, ça va? Si tu me réponds oui mon capitaine, et vous? Le capitaine il va te répondre qu'est-ce que ça peut te foutre ou t'es docteur. J'ai de la police. Non, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui te formatent en fait. Des trucs tout simples comme tu dis, le fait de pouvoir répondre, le vouvoiement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, quand j'ai fait ma reconversion, du coup, dans le tatouage, j'ai fait ma formation en hygiène. Et voilà, il y en a qui posaient des questions H24, enfin pendant même les explications du mec. Et moi, je trouvais ça hyper impoli. Et il y a carrément des mecs, alors je sais pas si ça se fait vraiment normalement dans le civil, mais des mecs qui se levaient et qui allaient pisser comme ça sans demander s'ils avaient le droit d'aller pisser. Ah ouais, choc. Franchement, là, j'étais choqué. Je me dis, mais... Et le gars accepte ça, quoi. Je me suis dit, non, il y a quand même un monde entre le monde mili et le monde civil, ouais. Alors, c'est marrant que tu parles des questions. Moi, je vais te donner un autre exemple de truc qui me fait encore vriller aujourd'hui. Donc, moi, je boxe et j'ai testé plusieurs dojos. Là, aujourd'hui, je suis à dojo 5, mais j'ai été pendant très longtemps au Maccabi, qui était un super cours. Par contre, il y avait un problème que j'ai rencontré dans tous les clubs de boxe, c'est quand t'as le prof, il donne une technique et t'as un mec qui pose une question, tu sais, ou qui tchatche. Ouais.
Et genre moi ça me tend à chaque fois. Et là par exemple mardi j'étais au cours de 19h30 à 21h à Dojo 5 au cours de boxe et le prof était en train d'expliquer et il y avait un mec qui venait d'arriver, tu vois, c'était son cours d'essai. Et déjà au cours d'essai il posait des questions et moi j'étais en train de m'électriser en fait. Tu sais, genre j'étais à deux de lui dire tu veux pas fermer ta gueule en fait, il est en train d'expliquer un truc. Est-ce que ça te faisait ça un peu du coup? Ouais, tout à fait. Et puis même d'ailleurs moi aussi j'étais au MMA là de Brice Postal. D'accord, ouais. Paix à son âme. Qui nous a quitté il y a quelques mois maintenant. Pareil, quand il y avait le prof qui parlait, il y a eu, comment il s'appelle déjà, Cyril Diabaté qui était venu. Enfin, je prends un exemple. Et effectivement, il y en avait qui parlaient pendant qu'il expliquait. Et toi, c'est marrant parce que du coup, lui, très vite, il recadrait les gens qui parlaient, et ça faisait un bien fou. Oui. Parce que c'est vrai que les autres disaient pas forcément grand chose. Et c'est vrai que du coup, t'es attiré par le mec qui est en train de parler, t'as envie de lui mettre une baigne et pour qu'il ferme sa gueule. Et... De toute façon, moi, ça, c'est l'essence même d'un cours de boxe qualitatif. Pour moi, c'est quand c'est en fait dans art martial, il y a martial. Et je pense qu'il y a une discipline qui est obligatoire. Et justement, moi, si je vais dans un cours et que le prof il fait que tchatcher, je pense qu'après 2 cours d'essai, je me barre. Enfin, après 2 cours, je me barre. Typiquement, moi, j'ai besoin d'un prof. En tout cas, moi, c'est ma personnalité, peut-être dû à l'armée ou je sais pas. Mais quand je vais dans un cours de sport, j'ai besoin d'un prof qui te dise, qui soit pas un bâtard, mais tu sais, qui te remette en place toute la clique et qui garde une certaine discipline dans son cours. Ouais, mais comme tu dis, c'est clairement un cours discipliné où quand le prof il explique, et ben tout le monde se tait. S'il y a des questions, ce sera après pendant les sparring ou pendant les entraînements spécifiques. Ok, du coup, vu qu'on parlait des classes, je me sens obligé de te demander, on a tous un moment où on a ramassé particulièrement aux classes, où vraiment c'était drôle, où il y a eu une connerie qui a été faite, hein, souvent un truc d'inattention et plus ou moins pardonnable, ou non d'ailleurs. Est-ce que tu as une anecdote de ramassage assez intéressante sur l'armée pendant tes classes, voire même au CME, parce que t'as fini caporal ou caporal-chef toi aussi? Caporal-chef, ouais. Voilà, donc t'es passé par le CME forcément. Ouais, alors le ramassage en soi, il y en a eu beaucoup. Oui, mais il y en a forcément un qui... Mais il y avait en gros, on a eu une sorte de coxage qui n'était pas spécialement prévu, qui était maquillé par la mission porter un message, oui, PANASFS, le classique. Qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui dans les missions du... Non, ils ont changé. De toute façon, tu sais, c'est comme à l'armée, ils changent les acronymes toutes les 5 minutes. Donc voilà, celle-ci pour les civils qui nous regardent, un coxage, en gros, c'est quand tu te fais attacher et un peu taper dessus. Voilà. C'est ça. Pour le mettre en termes normal. Voilà, pour donner les conditions, comme si on se faisait arrêter en mission, capturer, torturer, etc. Bon, forcément, on peut pas tout refaire non plus. Mais voilà, du coup, pendant cet exercice, on va dire, porter message, il y en a certains qui se sont bien fait coxer, on va dire, avec des têtes comme ça, des yeux tout rouges, et ça faisait déjà, je crois, 1 mois qu'on n'était pas rentré à la maison. Ouais, je pense que ça faisait ça, 1 mois. Et du coup, vu qu'il y en avait qui avaient vraiment les gueules éclatées, après cet exercice, on devait rentrer. Bon, on le savait pas, mais c'était prévu. Et finalement, on n'est pas rentré. On est resté 2 mois en tout sans rentrer à la maison. Franchement, ça, c'était hyper moral. Et ouais, tout ça parce qu'ils nous ont bien bombé la gueule. Bonne ambiance, ouais. Bonne ambiance. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus, je pense, le plus marqué, parce que moralement, c'est dur quand ça fait déjà 1 mois que t'es pas rentré, qu'ils veulent pas que les mecs dans le régiment te voient éclater. Bah du coup, t'es chronométré pour aller faire ton linge en ligne, faire tes petites courses en ville, pardon. Faire tes petites courses en ville très rapidement, t'es chronométré pour tout, pour éviter que l'OP il te croise et qu'il voit que t'as la gueule éclatée et que en fait le chef qu'on rende des comptes au chef de section. C'était vraiment casse-couille. Je crois que franchement, tu sais quoi, je crois que pendant mes classes, le plus que j'ai fait sans rentrer à la maison, c'était 3 semaines. Ouais, moi je crois qu'en général c'est ça, toutes les 2 semaines. Normalement c'était toutes les 2 semaines, mais genre vraiment 3 semaines c'était parce qu'il y avait eu 1 semaine à Val d'Aon, un truc à Cangers, et que du coup qu'il y avait eu le camp marin, le truc d'aguerrissement amphibie. Mais globalement,
Ouais, j'ai pas fait 2 mois, Ouais, 2 mois, non-stop. pénible. Ça doit être très long. Ouais. Moi, je me souviens, en parlant de coxage, nous, on avait un stand de tir. Enfin, on avait 3 stands de tir au 21. Et sur ceux qui étaient le plus loin du régiment, quand on y allait aux classes, parce que c'était le moment où on allait se faire marbrer toutes les 5 minutes. Et une fois, ils nous ont fait une espèce de méthode nat un peu bâtard avec coxage à la fin, du coup. Et je me souviens, ils nous avaient fait acheter au foyer des Hubas polyester. Ouais. Et en fait, moi, la mienne, je sais pas pourquoi, mais avec le gilet, elle me faisait des méga frottements sur les tétons. Et du coup, j'avais les tétons irrités sa mère, tu vois. On avait fait, puis en plus, c'était l'été à Fréjus, donc il fait bien chaud, donc avec la sueur et tout, si tu veux. Et j'avais trouvé comme solution, pour éviter les frottements, tu vois, le Chatterton, ça résout tous les problèmes. Ouais. Et je m'étais fait des croix au Chatterton pour couvrir mes tétons, tu vois. Pour pas subir, parce que littéralement, tu vois, après du coup, ils se foutaient de ma gueule, j'étais quand même assez rustique pendant mes classes. Et à un moment, ils m'appelaient téton d'Achille pendant une semaine, tu vois, genre en mode, le mec, tu peux lui mettre des patates dans la gueule, mais genre, c'est téton. Et en fait, comment ils l'ont appris? C'est que quand j'arrive en bout de la méthode naturelle, ils te sortent de la buse, et là, ils t'attrapent, ils te mettent le t-shirt sur la tête, et ils te waterboardent. Et là, du coup, moi, j'arrive, donc je me fais un peu exploser et coxer, tu vois. Et genre, il me fout sur le dos et il me lève le t-shirt pour me waterboarder avec le jerrycan. Et là, j'entends, hey, mais c'est quoi ces tétines de sale? Là, tu me dis, oh, tu fais des striptease, Roméo. Du coup, je me suis fait waterboarder depuis longtemps. Mais tu sais, genre, j'étais partagé entre la honte et l'envie de rigoler en même temps que je me faisais waterboarder parce que je me disais, putain, c'est vrai que j'avais pas prévu qu'on me lève qu'on me foute à poil, justement. Donc, ça avait été un grand moment. Ouais, sinon, je repense à un autre moment un grand moment de ramassage. Nous, on avait l'habitude d'aller sur le terrain, pour ceux qui sont de Carcassonne ou qui sont du Troyes ou qui ont été, ils vont connaître Ville-Maury, forcément. C'est là l'endroit où on a le camp d'entraînement, on va dire, où t'as les pas de tir. Enfin, c'est vraiment un gros truc. Un gros complexe. Et c'était à quoi, je dirais, entre 5 et 7 kilomètres de la caserne. On y allait tout le temps à pied, soit en marchant, soit en courant. C'était plutôt le retour qu'on faisait en courant en général. Oui, classique. Ouais, avec du brancardage, ce genre de choses. Très intelligentes. Très pratiques en mission, si jamais ça arrive. Du coup, on rentre en courant, on savait très bien. Donc on rentre, on se douche. Moi, je sentais la couille, donc je me suis pas douché. Et là, le chef de section nous dit, retour à Ville-Maury en courant à nouveau. On pensait qu'on avait fait de la merde. Enfin, on s'est tous regardés et tout. Putain, mais qui est-ce qui a fait de la merde encore? Ça casse les couilles. Et en fait, non, c'était les caporaux qui avaient râlé, je crois, pendant ou en rentrant Ça, c'est marrant. En rentrant du terrain. C'était les caporaux qui avaient râlé. Et du coup, le chef de section, pour leur faire une petite leçon aux caporaux, il leur a dit, on retourne sur le terrain. Sauf qu'en y allant, il y en a 2 qui ont fait caisse, donc on a fait un vrai brancardage pour le coup. Oh, échec. Mais c'est marrant quand même, comme tout est à peu près commun dans l'armée, parce que nous, tu vois, les stands de tir dont je te parlais, ils étaient à 3-4 kilomètres du régiment. Ouais. Et si tu veux, il y avait tout le terrain militaire qu'on appelle les tergastes, du coup, exactement. Et tu savais qu'une fois sur 2, t'allais te taper la marche commando et qu'il allait avoir Jean-Michel Subix qui allait commencer à lâcher l'affaire et que t'allais te retrouver à le brancarder dans la caillasse. Ça, c'était un classique. Moi, j'en avais fait un mémorable à mon CME où, en fait, tu sais, au CME, tu revois tous les trucs classiques et c'était la journée où on voyait le NRBC. Donc, tir avec le masque... comment on appelle ça? C'est pas la 3P, la NPVP et la T3P, tu vois. Donc du coup, on fait nos tirs. Bon, évidemment, on tape, je sais pas combien de ramassages polichinelle avec le masque. Voilà, on se fait souiller. Parce que le CME, en fait, c'est comme ta FGI, mais avec moins de limites, tu vois. Donc t'as un peu plus le droit de souiller les mecs plus qu'aux classes, parce que là, les mecs, ils sont déjà militaires, donc tu te dis c'est bon, ils appartiennent au système. Et sur le retour, du coup, on a fait une marche commando avec la cartouche. Et ça, c'était assez infernal. Alors moi, j'avais trouvé une petite technique qu'il faut surtout pas faire dans la vraie vie, mais du coup, je dévissais ma cartouche pour respirer un peu mieux. Et du coup, ouais, on avait 2 meufs à notre CME et elles ont fait un coup de calgon en l'espace de 500 mètres et on s'est retrouvés à les brancarder en ANPVP. C'était une marche très très longue. Ça forge la rusticité, ça c'est clair. Hein. Mais c'est vrai que c'est épuisant avec le sac, avec. Nous, on a eu le félin pendant les classes. Enfin, le régiment recevait le félin. Et du coup, il fallait tester le matos félin. Donc, avec, comment ça s'appelait déjà, la FIR? La file et la FIR. Ouais, la FIR. Ouais. Sur le... La grosse lunette qui fait 3 kilos, là. Ça, le gilet à la con, là, avec tous les câbles W20, je sais pas. Ouais, voilà. W10. W10.
il y avait pas un 22, un W22, ouais, je sais plus, il y en avait plein. W10, c'est celui qui va du FAMAS au gilet, il me semble. Ouais. Donc, il fallait tester tout ça, bien entendu, avec toutes tes batteries. Ton sac qui pèse 1 tonne. Et voilà, donc juste pour le tester, on est rentré une fois du terrain en courant avec tout ça sur la gueule, le casque, etc. T'es comme ça. Bon, maintenant qu'on n'est plus à l'armée, est-ce qu'on pourrait pas se permettre de se mettre d'accord sur quelque chose? Dis-moi. Est-ce que le félin, c'était pas vraiment de la merde? Je pense que c'est la pire des choses qui a été inventée. Alors, pour faire de l'observation, peut-être la file. Non, il y a 2-3 trucs à récupérer. Éventuellement le RIF, donc le réseau interface qui permet de communiquer. Mais j'ai dit éventuellement la file FIR, OB70 et le casque. Léotech. Ah oui, Léotech. Léotech qui arrive avec le félin. Et le gilet félin, pas du tout. Ouais. Les batteries. L'enfer. Ouais, les batteries en plus, c'est frotté sur le côté. Elles faisaient cette taille-là. Ouais. En lithium précise aussi, ouais. Il y avait combien dans le gilet? Il y en avait 4? De mémoire, il me semble qu'il y en avait 2 là. 2 de chaque côté, ouais. Il me semble. Je sais pas s'il y en avait d'autres dans le dos. Il y en avait une pour le... Pour le RIF. Ouais. Qui était plus petite pour le coup. T'avais tes batteries. Oh, peut-être pas. Parce qu'il y avait les batteries, en fait, de la file et de la FIR. Ouais, c'était carré, ça, je m'en souviens, ouais, putain. Donc, ouais, non, c'est, pour l'observation, ok, la file et la FIR, ouais, mais tout le reste du félin à jeter. Non, la file FIR, en vrai, et même tirer avec la file FIR, c'était quand même assez précis quand elle était bien réglée. Ouais, mais il y avait un problème pour les gauchers et les droitiers. Moi, je sais que sur le félin, Léotech, quand tu raquais, tu t'éclatais ici. Oui, je me souviens, sur le rack. Et la file et la FIR, je crois que c'était pour les droitiers, où t'avais un problème avec le levier d'armée qui était de l'autre côté, du coup, pour vous. Et, vu que le crochet de fermeture, je sais pas comment on appelle ça. Oui, pour les batteries, là, ouais. Sur le Picatinny, là, oui, je me souviens. Picatinny, oui. Je me souviens, j'ai un souvenir particulier où une fois, je devais conduire l'OSA. Tu vois, je m'étais mangé une petite baise où il fallait prendre une voiture et l'amener à un endroit. Et j'étais en voiture avec lui et justement, à un moment, je sais plus comment on en vient à parler du félin. Et je lui dis, c'est une bonne chose qu'on reçoive les SMBE et qu'on commence à lâcher le félin parce que quelle merde. Et là, il vrille. Et il me dit, comment ça, Roméo, comment ça, le félin, c'est de la merde. Que le mec, il commence à m'attraper, il me dit, j'imagine que t'as pas fait d'OPEX, parce qu'en OPEX, tu sais qu'on amène le félin à chaque fois. Et je lui dis, oui, j'ai fait. Et en fait, on le prend, et on le met dans une caisse, on sort la file FIR, Léotech, on garde le casque, et le SMBE, donc les gilets qui sont venus un peu plus tard, qui eux étaient pas mal, pour le coup, comparé à ce qu'il y avait avant, genre les Siras, tout ça. Et en fait, le mec ne me croyait pas. C'est-à-dire que le mec est numéro 3 dans le régiment, et pour lui, en fait, on le prend en mission, et les mecs, ils sont en gilet félin. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ok, il y a un problème. C'est qu'en fait, il y a pas de compte-rendu qui se fait vers la hiérarchie, donc je suis sûr qu'il y a des mecs en haut qui ont mis genre 15 ans à apprendre que c'était de la merde, en fait, si tu veux. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout, ouais. Parce que on était à Sentinelle à Lyon, et on devait présenter le félin à des futurs ingénieurs, ou je sais pas trop quoi, j'imagine en armement qui allaient faire des trucs pour l'armée française. Et il fallait qu'on leur dise que le félin, c'était cool. Alors que, oui, globalement, on savait tous que c'était de la merde. Bon, du coup, on a été pas mal à quand même dire franchement ce qu'on pensait du félin, parce que... faudrait pas qu'ils vous en pondent un deuxième, quoi. C'est ce que tu te dis. Ouais, parce que ça fait pas avancer les choses. Si le supérieur dit ouais, dites-leur que c'est vachement bien, mais que tout le monde dit que c'est bien, en fait, ça fait pas avancer les choses. Je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je crois qu'ils réfléchissent même à mettre les casques Obscore ou les trucs comme ça à l'armée conventionnelle. Ils voient bien. De toute façon, il y a pas mal de sections qui sont auto-équipées de casques Obscore, soit par les condipers, soit par leur argent perso. C'est ce qui se fait globalement de mieux aujourd'hui sur. Ouais, moi je me souviens qu'à certains sentinelles, on avait le droit d'avoir notre porte-plaque perso. Après, au 3, on était quand même en fonction du chef du CDU. On pouvait parfois avoir la chance de mettre nos chaussures, enfin les chaussures perso au 3, ça on avait le droit tout le temps. Mais voilà, le porte-plaque perso, on pouvait. Ouais. Nous, c'est marrant que tu parles des tenues perso. Moi, je me souviens, le 21, si je devais vraiment définir ce régiment sur la discipline et l'autorité, je dirais que c'est un régiment qui est pas constant dans l'autorité. C'est-à-dire que tu vas avoir
un chef de corps qui va genre vraiment durcir le truc. Ça va être pas de chaussures perso, tout le monde en TTA, chemise F1 sur le terrain, c'est la chemise verte immonde. Voilà, pas de débordement, coupe de cheveux rasée, pas de mèche. Et puis tu sais, genre ils vont mettre un tir qui vont redescendre à tous les CDU et donc du coup on va être en mode tout le monde va être en tenue TTA++. Et puis 2 semaines se passent, puis là il y a une manip à Caen-Gers et on te dit ok, haut de la chemise Arkis autorisé mais le reste TTA. Donc du coup tu repars, t'as le haut Arkis mais t'as quand même le bas et les chaussures TTA. Puis là bon, ok, il y a une marche. Pour la marche, chaussures perso autorisées. Du coup, là, il commence à avoir des mecs qui mettent les Salomon, tout ça. Puis tant qu'à faire, quitte à mettre les Salomon, autant mettre le pantalon Arkis. Donc là, le mec se retrouve haut et bas Arkis. De là, il y a une autre manip où tu pars sur un autre terrain. Et en fait, tu reviens et à la compagnie, tout le monde est en Arkis avec les cheveux longs. Donc du coup, il pète un câble. Et là, ça repasse en mode TTA. Genre en mode plus de débordement. Et en fait, c'est ça, c'est tous les mois, enfin tous les 3 mois, tu sais, t'as un gros coup de feu où d'un coup, faut se retrouver... faut avoir son béret machin et tout non-stop, être en TTA et au bout de 2 mois en fait ça commence à devenir flex to flex sur la tenue, les cheveux, puis d'un coup ça repart et en fait on n'était jamais vraiment constant sur la discipline et sur la procédure de ce truc-là. Ouais, en fonction du chef de corps aussi. Moi je me souviens que par moment, comme tu dis, nous dans le régiment, on avait le droit d'avoir pas la UBAS, la chemisette Arkis, enfin bref la guérilla. Le haut de guérilla et pas le bas. Au début, c'était hors du pantalon. Ensuite, c'était dans le pantalon. Ensuite, c'était plus de guérilla. Ensuite, à nouveau la guérilla, mais dans le pantalon. Ouais, c'est ça changeait tout le temps. Et toi, ensuite, t'allais au PC pour faire signer un truc. Tu voyais des mecs au PC qui foutaient rien de la journée, qui étaient en full guérilla. Oui, c'est clair. Par contre, ils avaient les chaussures TTA quand même. J'avais été convoqué dans le bureau au BRH pour la longueur de mes cheveux. Ouais. Mon chef de section avait pris un tir parce que j'ai les cheveux trop longs, c'est vrai que j'abusais un peu. Et voilà. Enfin, tu parles de cheveux, j'ai vu un des trucs les plus bâtards que j'ai vu sur les cheveux. On était parti juste avant Barkhane, on était parti à une journée d'information à Bourmelon. Et tu sais où il te montre un PowerPoint qui dure de 2 heures où il t'explique que il y a les Peuls, les Ch'tung, les Touaregs, les machins, les ci, les ça, et que bon globalement t'as oublié tout dans 2 heures après être sorti de l'amphithéâtre. Et donc on était parti là-dessus et il y avait un premier cul. Enfin, un mec qui venait d'arriver, sorti de ses classes, il avait les cheveux un peu longs pour un premier cul. Parce que tu sais, il y a quand même une histoire de grade aussi pour les cheveux. Quand t'es un jeune marsouin moquette, tu peux pas te permettre d'avoir une grosse tignasse. D'ancienneté, ouais. Voilà. Et forcément, il avait genre ça de cheveux. Hein. C'était pas criminel ce qu'il avait en vrai, mais c'est surtout sur le côté. Et du coup, les capots-chefs, la veille de partir, tu vois, alors que on prenait le bus le lendemain à 6h du mat, ils ont pété un câble et ils ont dit au caporal, ils ont dit, OK, je veux qu'il ait les cheveux courts. En fait, vu qu'on partait pour 2 jours, personne n'avait pris de tondeuse. Donc, on a fait le tour de la compagnie, personne n'avait de tondeuse. Et du coup, on s'est retrouvé à lui faire un rasage au bic. Wow. On lui a fait un dégradé, mais au fusil à pompe, tu vois. Genre, vraiment, le mec, il avait une coupe au bol. C'est-à-dire que quand en fait, on a pris le calot. On a mis le calot parce qu'ils avaient dit, il fallait pas que ça se voit sur le port du calot. Donc, on lui a mis son calot. On lui a rasé tout autour du calot, tu vois. Genre, mais vraiment un truc criminel avec... 3 tonnes de mousse. Et je me suis dit, c'est vraiment bâtard parce qu'en vrai, ils auraient pu lui mettre son tir. Et ensuite, on était en week-end. Donc, tu vois, ils auraient pu dire dernière fois et tu rentres. Lundi, t'es bien coupé, ouais. Voilà. Bon, bah là, ils lui ont sagouiné la tête ils lui ont fait sagouiner la tête avant le week-end. C'était au Niger que, je sais pas pourquoi, le chef de section, il a trouvé que les premiers culs étaient un peu trop à l'aise. Du coup, il leur a dit de se raser le crâne comme aux classes. Il est en mode retour aux classes alors que t'es en mission Barkhane. J'ai pas trouvé ça hyper cool. D'ailleurs, j'ai un peu ouvert ma gueule pendant la réunion. Au moment où il a annoncé ça, on était un peu tous sur le cul parce que on a tous eu l'habitude aux 3 d'avoir les cheveux longs et tout. Il a rasé à blanc, à blanc peut-être 3 mm, je sais plus. Mais c'était quand même très moche. Je crois que c'était à 1 mois ou peut-être 2 mois, la moitié du mandat. Bim, rasage de crâne. Ah ouais, donc parce qu'en plus, ce qu'il faut prendre en perspective, c'est que justement, là, c'est quand t'arrives à 1 mois avant la fin de la mission, c'est le moment où tu dis, OK, je vais rentrer, faut que je sois à peu près beau gosse. Ouais. Parce que normalement, si tout s'est fait dans les règles du TTA le plus suprême, il n'y a pas eu, on va dire, de relation extra-amicale, n'est-ce pas? Il y a pas eu de contact féminin, donc là quand tu rentres c'est le moment où il faut être efficace et instantané parce que là tu vois ça commence à durer. C'est sûr que tu dis faut quand même que j'arrive avec un semblant de coupe, un semblant de
Ouais, puis même, ça fait plaisir d'avoir une coupe un peu de beau gosse. Pour faire des photos. Et puis même tes photos souvenirs. Bah Si ouais. t'as une photo un peu beau gosse dans le désert avec ton fusil, les cheveux en arrière, tu dis bon allez ok stylé. Si t'as une dégaine avec un vieux dégradax, Même pas ton crâne tout blanc qui a pas eu le temps de bronzer parce que tu viens juste de le faire. Ça la fout mal quand même. Et donc du coup, vu qu'on a parlé un peu de la vie de tous les jours au régiment, comme si on y était encore, tu vois, comme si on était dans une chambre de capot-chef là, et qu'on était en train de jouer à FIFA et qu'on était en train de se plaindre de nos journées, forcément, quand t'es sorti, bah ça fait quelque chose aussi de sortir, ça fait quelque chose de rentrer, ça fait quelque chose de sortir. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur dans le monde civil quand t'as dû justement te réajuster, et comment ça s'est passé dans les grandes lignes? Même si on a envie de partir, enfin ça fait, moi j'ai quitté à 6 ans. J'ai fait 6 ans, j'ai quitté, bon même si certains, même si c'est pas énorme peut-être pour certains, ça fait comme un gros vide derrière. Parce que mine de rien, c'est une grosse, l'armée, c'est une colonie de vacances, on va dire. Enfin. Ouais, c'est une colonie de vacances, un club med pour autistes sous Ouais, Tauride. voilà, un club ouais. med où t'es payé et tu tiens un flingue et t'es content parce que t'adores ça. Et donc ouais, quitter toute cette atmosphère entre potes, à boire des coups, à faire du sport, H24 et tout, c'est vrai que ça fait bizarre, tu te sens vraiment tout seul. Parce que tu retournes dans le monde civil et là, c'est vrai que c'est pas la même. Tu rentres chez toi, moi c'est vrai que j'étais le premier j'étais le premier de ma section à quitter, enfin à rentrer en reconversion. Donc t'as toujours le jeudi soir, les potes qui t'appellent en visio, qui ah putain, t'es pas là, espèce de gros connard. Et du coup, toi, t'es tout seul chez toi avec ton Ricard, en train de te bourrer la gueule, pendant que les autres, ils te bourrent la gueule aussi parce que tu veux faire quand même et t'es tout seul. Ok. Ouais, ça, c'était le plus dur au début. Après, vu que j'ai entamé ma reconversion tout de suite, j'ai pas vraiment pris de... Je crois que j'avais un mois de perm, normalement, avant d'entamer la reconversion. Mais j'y suis allé tout de suite. Enfin, peut-être au bout, j'ai peut-être pris une semaine. Et après, j'ai entamé la reconversion. Donc, je pense que le fait d'être occupé tout le temps, t'y penses moins, en fait, cette espèce de manque. Tu te retrouves dans un... T'as fini quand? Mars 2019, quelque chose comme ça, ouais. Enfin, j'ai entamé la reconversion en mars 2019, ouais. Ok. Et tu te retrouves dans un monde, en fait, un peu de sauvage. Il y a rien de discipliné au final au monde civil. Là où tu sors d'un endroit qui est carré, même si il y a beaucoup de choses à redire, c'est quand même hyper carré, l'armée. Je pense que je vais prendre un risque et même dire que c'est le truc le plus discipliné de la fonction publique. Parce que il y a des côtés fonction publique où t'as des mecs qui ont des jobs où ils servent à rien, que tu vas avoir des mecs à la routasse sur l'organisation, que des fois il y a des dépenses qui vont paraître même superflues, tu vois, ça c'est très fonction publique. Néanmoins après ça déroule et les mecs sont quand même dans la globalité malléable, et que un militaire tu peux lui faire de l'évacuation de gens pendant une inondation, tu peux lui faire du contrôle du contrôle de ville entre guillemets avec Sentinelle, tu peux l'envoyer à Pétaouchnok sur un coup de sifflet, tu peux le faire dormir sur un tarmac parce que tu t'es planté dans les avions. Voilà, je trouve que quand même dans la fonction publique, en plus on est les seuls sans syndicat de la fonction publique, enfin on était. Le militaire compte pas ses heures, enfin il a son salaire à la fin du mois, il sait qu'en fait il peut travailler jour et nuit pendant tout un mois, il aura le même salaire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est assez impressionnant aussi à l'armée. Et que tout le monde est volontaire, c'est-à-dire que c'est pas à part, bon, il y a toujours un ou deux Mongols qui ont vu la lumière et qui sont là un peu par dépit, mais ils sont quand même matrixés dans le moule, qu'ils le veuillent ou non, d'une certaine manière, ou alors ils dégagent au bout d'un moment. Ouais, même si c'est les gros cotorep là qui font les TIG tous les matins, qui sont TIG chiottes tous les jours, tu vois sur le tableau de la semaine, TIG plus, je sais pas, je vais dire Dupont. Tu vois que Dupont, il est au lavabo, au couloir commandement, au couloir section. Tu te dis, le mec, il est TIG toute l'année. À un moment donné, il va se réveiller, il va faire quelque chose. Non, le mec, il s'en fout, il est TIG tout le temps. Je sais pas, moi, t'imagines être comme ça, ouais, moi, je me suis récurer les chiottes H24. Moi, je me suis beaucoup fait détruire ma première année en compagnie parce que j'ai une grande gueule. Donc, du coup, j'ai beaucoup pris cher. Puis après, une fois que tu commences à avoir un peu ton CME, que globalement la compagnie a vu que t'étais pas un subix ou t'étais pas une merde, ça va un peu mieux. Mais ma première année, moi j'étais un de ces mecs. C'est-à-dire que je me tapais des tucs. Je sais pas si tu vois ce que c'est des tucs. Bah c'est en gros le soir quand le service est terminé mais que t'es en casque lourd à faire des chiottes, tu vois. Bon ça je l'ai fait 2-3 fois quand même. Ça on n'a jamais eu trop. Honnêtement en 3 on n'a jamais eu trop de trucs comme ça.
Bon, c'était juste les TIG classiques, hein, le matin et le midi. Ah ouais, non, moi, première année, j'étais le GV originel. Déjà, j'étais LGI. Donc, Le GV de base. ah ouais, là, les 6 premiers mois de compagnie, ça a été... mais donc du coup voilà, pour revenir sur la reconversion, c'est vrai que il y a une perte de rythme qui fait un choc, parce que à l'armée normalement t'es quand même toujours un peu pris, tout doit aller très vite, puis même les gens à qui tu demandes des choses dans le cadre du management, tout va très vite et du jour au lendemain, moi je sais que ce qui m'avait choqué, c'est que donc moi j'ai quitté l'armée le 3 mai 2021. Le 4 mai 2021, je montais en moto sur Paris. Le 5 mai 2021, je commençais mon premier taf. J'arrivais donc, j'essayais à l'époque d'avoir un job normal dans un bureau. Et je travaillais dans un cabinet de conseil. J'avais chopé un job là-dedans. Et mon premier rendez-vous, je me retrouve face à une meuf qui est très gentille au demeurant, avec qui je m'entends très bien, mais première fois que je la vois, si tu veux, je sors d'un régiment militaire, et là, il y a une meuf avec des cheveux rouges, un crop top fluo, et derrière, il y a une illustration de Donald Trump, mais en mode caricature, et à côté, il y a un autre truc avec marqué Keep calm and be inclusive. Moi, j'étais un peu en mode... Ouais, tu pouvais pas montrer ta vraie personne. Ah ouais, non, mais tu sais, même pareil, les gens, ils parlaient de leur week-end, c'était quoi? T'as fait quoi, toi, Emilia, ce week-end? Oh, moi, je suis allé voir une petite expo à côté de Montmartre, machin, c'était super. Et tu sais, genre, c'était en mode, et toi, ton week-end? Et moi, je m'étais trouvé, des gens que tu connais, hein, mais une bande de mecs qui avaient fait l'armée. À un moment, j'avais un peu une Suicide Squad, à Paris, quand je suis arrivé, où on était, genre, en fait, une troupe de caporaux et d'anciens sous-off, qui étaient sortis de l'armée et qui s'étaient retrouvés sur Paris. Et, du coup, en fait, je sortais avec eux et c'était des vraies soirées de Mongoliens. Donc, bagarre, alcool, femmes, la totale. Et du coup, quand ils venaient, et toi, Thomas, qu'est-ce que t'as fait de ton week-end? Je dis, oh, je suis sorti avec des potes. Tu sais, j'étais là, j'avais des flashbacks de bagarres générales ou de trucs comme ça, tu vois. Et j'étais là, je me disais, ah oui. Et je me sentais vraiment en décalage. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être, sans offense pour les gens, j'avais l'impression d'être le déficient mental de la boîte, en fait. Ah ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Parce qu'il y a un réel décalage. Moi, je trouve que l'armée, en fait, ça, vu qu'il y a tout âge, tu sais, dans les classes, quand tu fais tes classes, tu vas voir le mec qui a même pas encore 18 ans et tu peux très bien voir le mec qui a 30 ans. Et au final, les jeunes vont prendre en maturité, pardon, très vite. Là où ceux de 30 ans qui arrivent plutôt matures, vont baisser en maturité et t'as tout le monde qui se rejoint à peu près à 25 ans de maturité. Ouais, c'est clair. Ou pipi caca, ça fait encore rire. Et moi, par exemple, petite anecdote, pendant les classes, on était dans les rangs, au repos réglementaire. Je sais pas, on nous donnait des ordres ou un truc comme ça pour le soir ou le lendemain. Et puis, pour faire rire tout le monde, j'ai lâché une caisse dans les rangs. Et bien sûr, ça a fait rire tout le monde, sauf que moi, je me suis tapé des lignes. Je crois que j'ai dû copier 300 fois. Dorénavant, je ne chierai plus dans les rangs. Et voilà, ça m'a servi de leçon. Mais bref, c'est là où tu vois qu'il y a quand même un gros décalage entre le monde civil et le monde mili, où bon, tu peux faire des trucs à la con comme ça. Je pense que c'est intéressant ce que je dis, mais il y a un autre truc que je prends en perspective, c'est, t'as vu, quand t'es fatigué, tu rigoles plus facilement pour de la merde. Ouais. Mais vu que t'es constamment fatigué et sous-nourri, je pense que ça aide aussi à baisser le niveau humoristique. Ouais, puis t'es qu'entre mecs. Enfin, nous, je sais pas. Oui, nous, mais. Ah ouais, moi, quand j'étais, il y avait pas trop de meufs, ouais. Ouais, nous, je crois que... D'ailleurs, elles avaient bien du courage, parce que les seules meufs qu'il y avait, généralement, ça allait être dans les services compta ou les trucs un peu logistiques. Et il y avait quand même, pourtant on était à Fréjus, hein, il y avait des campings remplis d'Allemandes, de Suédoises tout l'été, il y avait la plage, les demoiselles de Fréjus, de Nice, de Cannes, au demeurant, vu qu'ils vivent près de la mer et qu'ils sont à moitié à poil toute l'année, c'est des gens qui font attention à eux, donc il y avait quand même des très belles femmes. Et puis là, il y avait la pauvre comptable qui était insignifiante, mais t'avais quand même des mecs le jeudi soir qui allaient probablement essayer de gratter à la porte, tu vois. Il y avait l'armée a mis en place justement des trucs anti-harcèlement tels que Thémis. Je me souviens, au 21, ils avaient pris une stance qui était assez efficace, c'était que si tu prenais un Thémis, t'avais forcément tort et t'étais mort en fait. Donc du coup après les gens faisaient quand même attention, même s'il y avait quand même toujours de temps en temps un petit signalement par-ci par-là. Mais moi j'étais arrivé à un stade où justement pour pas être dans le cadre être accusé d'un truc ou quoi,
pour avoir, parce que tu sais, tu t'insultes constamment dans l'armée, donc, et en fait, tout ce qui était meuf, je leur parlais à peine, tu vois. C'était genre, je limitais mes interactions à mes respects si elle était plus gradée que moi, ou bonjour, mais genre, j'avais pas de pote meuf à l'armée, je les calculais pas, en fait. Une fois, j'étais à la semaine, et il y avait un comptable, qui était un premier cul, et une comptable. Et du coup, un jour, moi, je les mets de TIG parce que je passe et il y avait un type de la 2e section qui était en train de faire les TIG du couloir commandement. Et je l'entends, elle passe et elle dit au mec ah, tu fais mon couloir, parce qu'elle avait sa chambre là-dedans. Moi, j'entends ça, je prends mon feutre, je dis rien, tu sais, je prends mon feutre comme ça, j'efface le nom sur le TIG et je mets le blast de la meuf, tu vois. Ouais. Je me dis allez, elle a gagné et je lui mets genre le couloir et le lavabo, la totale, c'est son couloir. Donc ma foi, elle le nettoie alors. Je me pose et tout. À 11h, tu sais, je suis comme ça dans ma semaine en train de jouer à Battlefield Bad Company 2, exactement, à l'époque. Et là, ça toque. Elle me fait, ouais, en plus, j'étais première classe CME à l'époque, donc j'étais même pas caporal. Et elle me fait, ouais, gros, pourquoi tu m'as mis sur les TIG, sur 3 TIG? Donc je lui explique. Elle dit rien, elle s'en va. 2 minutes après, j'ai la DU qui arrive, il me fait Roméo, pourquoi on va l'appeler Martine. Pourquoi Martine elle est sur les 3 TIG là? Je lui explique. Et il me regarde, il fait ouais non mais en fait elle est pas conne comme vous, elle est comptable, elle a un vrai job. Donc en fait elle fait pas les TIG. Moi je dis OK. Donc du coup le temps se passe et 6 mois plus tard, je suis à nouveau à la semaine et donc je mets l'autre premier cul, tu vois, sur les TIG. Enfin, je mets pas l'autre premier cul sur les TIG. Et là, la DU, il vient me voir, il me fait, on va l'appeler l'autre premier cul, on va l'appeler Théaouri. Il me fait, il s'appelle pas Théaouri, mais ça ressemblait à ça. Il fait, pourquoi il y a Théaouri, il est pas sur le truc? Et moi, j'arrive et je lui dis, bah, il est comptable, il a eu une vraie spé, un vrai job, pas comme nous, les Mongoliens, quoi. Et maintenant, il dit, bah, c'est un premier cul, il frotte comme tout le monde. Et là, je me suis dit, ah, bande d'enculés de mielleux que vous êtes. Là, je me suis dit, tu vois, j'en avais vu le truc. Et elle, du coup, il y avait beaucoup de mecs qui étaient très gentils avec elle. Parce que c'était une gonzesse, parce que si, parce que ça. À partir de là, moi, je me suis dit, ok, les meufs, faut pas que je les calcule dans... Ouais, franchement, nous, on avait, enfin, moi, dans ma compagnie, pardon, aucune fille. Même à la compta? Même à la compta. La seule comptable, d'ailleurs, je l'ai revue au Roadhouse. Qu'il y avait eu quand je suis parti, c'était la première fille féminine en compagnie de combat, c'était à la compta à la 3. Et ouais, c'était la seule. Je sais pas si ça a évolué aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus. Donc c'est la fin de cette vidéo, hein. On a pu tourner autour du pot et se raconter pas mal d'anecdotes. Alors ici Léo, on a un concept, c'est à chaque fois qu'on amène un mec ici ou une femme, mais on en a pas encore eu. On va en avoir, mais on en a pas encore eu. On leur dit ils ont 1 minute pour présenter leur projet et faire leur propre promo. Donc, est-ce qu'il y a un truc que tu veux mettre en avant? Tes réseaux sociaux, ta société, un projet annexe que tu as, quelque chose. Bref, tu as 1 minute pour faire ta promo. Ouais, carrément, mettre en avant le tatouage, mon Instagram, Léo Potter Tattoo, que tu as d'ailleurs, que grâce à toi, t'es le premier à m'avoir, on va dire... aidé sur les réseaux au tout début. On s'était rencontrés sur Paris, donc encore merci pour ça, parce que du coup, je tatoue beaucoup de militaires. Aujourd'hui, ça s'étend plus, ça s'est vachement répandu, donc flics, gendarmes, pompiers de Paris, enfin tout ce qui va être force de l'ordre et tout ce qui entoure ça, et tous ceux qui sont un peu dans l'esprit pro-armée, enfin voilà. Et ça englobe tout ça, et donc ouais, carrément, mon Insta, c'est là-dessus avec ça que je bosse le plus. Mais voilà, Léo Potter Tattoo, avec grand plaisir, si on peut le mettre en avant grâce à vous. Eh ben nickel, on le fera, ce sera mis juste ici. Bon bah Léo, merci d'être passé aujourd'hui sur la tchatch. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like ou à vous abonner ou les 3. Et voilà, hein, c'est une journée qui s'achève. Hein. C'est bon, t'as terminé ton interview de con, on peut aller tirer maintenant? Ah, je sais pas, c'est loin quand même, hein. C'est la distance et il y a 3 étages quand même. Bon, il y a quand même un ascenseur. Allez, ça part, on va tirer, mon gars. Ah ouais, d'accord.